Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur une situation qui s'est dégradée à une vitesse assez alarmante, la sécurité dans le nord du Bénin. Après une série d'attaques vraiment violentes et un redéploiement très surprenant de l'armée, eh bien les cartes sont complètement rebattues. Et ça soulève des questions profondes sur la stratégie du pays. Et la question centrale, celle qui nous divise, c'est bien celle-ci. Est-ce que la stratégie actuelle de Cotonou, qui implique à la fois d'accueillir des forces françaises et de, en même temps, retirer ses propres soldats du Nord, est-ce que c'est une décision souveraine, certes malheureuse, mais une tentative de réponse face à une menace terroriste complexe? Ou alors est-ce qu'on assiste au contraire à un plan délibéré, influencé par des acteurs extérieurs, qui a sciemment ouvert un boulevard aux groupes armés? Pour moi, la situation est assez limpide. Les actions du Bénin, et surtout ce fameux retrait justifié par une prétendue profondeur stratégique, sont la conséquence directe d'une nouvelle alliance avec des forces françaises que les documents qualifient, je cite, de déstabilisatrices. Ce n'est pas une tactique, c'est un abandon de territoire, pur et simple. Et de mon côté, je pense qu'on se trompe peut-être de coupables. Bien que la stratégie soit, on est d'accord, catastrophique et ses conséquences tragiques, elle relève de choix souverains. On a affaire à un État qui tente, peut-être très maladroitement, de s'adapter à une menace qui le dépasse. Voir un complot derrière chaque décision, c'est, à mon sens, refuser de voir la complexité de la situation sur le terrain. Alors, ma position, elle est la suivante. Le Bénin a fait un choix conscient et lourd de conséquences, en accueillant les troupes françaises. Il a choisi d'ignorer tous les avertissements de ses voisins, de l'Alliance des États du Sahel, et la duplicité du gouvernement est flagrante. Dans un premier temps, il a nié en bloc la présence de ses troupes, catégoriquement. Ce n'est que lorsque le président Macron lui-même, depuis Paris, a confirmé leur présence, que les autorités béninoises se sont murées dans un silence assourdissant. Un silence qui est un aveu. Et puis il y a ce concept, cette justification presque poétique, la profondeur stratégique pour expliquer le retrait des troupes du Nord. Mais c'est une fumisterie. L'idée de laisser l'ennemi s'enfoncer pour mieux le piéger est une absurdité totale dans le contexte béninois. La France, qu'on soupçonne d'être derrière ce conseil, a-t-elle même une profondeur stratégique? L'effondrement de 1940 face à l'avancée allemande, malgré la ligne Maginot, a bien montré que non. La conséquence directe et surtout prévisible de cette manœuvre a été un vide sécuritaire. Et qui a rempli ce vide 350 combattants de l'ISWAP quasi instantanément. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Le massacre de 36 soldats béninois le 8 janvier 2025, c'est le prix de cette politique d'abandon. Oui, mais je vois les choses d'un œil très différent. Résumer les décisions du Bénin à une simple soumission à Paris, c'est vraiment aplatir la réalité. Le texte que nous analysons, et c'est un point fondamental, parle bien de la décision d'un État souverain. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Il y a une divergence stratégique majeure et assumée entre le Bénin et l'AES. Le président Talon ne se cache pas pour accuser ses voisins de laxisme, de se comporter comme une passoire. Ça ne ressemble pas à une conspiration, mais plutôt à un désaccord profond et amer sur la bonne stratégie à adopter. Concernant la profondeur stratégique, je suis d'accord avec vous, le concept est bancal et probablement inadapté. Mais essayons de voir au-delà. N'est-ce pas plutôt une tentative, peut-être désespérée, de redéployer des forces pour protéger des zones jugées plus vitales, même si cela implique d'en sacrifier d'autres? C'est une logique de tri, terrible, mais pas forcément une logique de trahison. Et quant à l'accusation, gravissime, que le président Talon sacrifierait ses propres hommes pour briguer un troisième mandat, franchement, ça demande des preuves bien plus tangibles qu'une simple chronologie. On pourrait tout aussi bien être face à une série d'erreurs tactiques monumentales, d'une incompétence tragique plutôt qu'un plan machiavélique. Une incompétence tragique, je veux bien, mais ça a ses limites. Ce retrait du Nord, ce n'est pas une simple erreur tactique, c'est un abandon caractérisé. Le prétexte de la profondeur stratégique est une aberration. Ce concept a peut-être un sens pour un pays immense comme la Russie, qui peut échanger de l'espace contre du temps. Mais pour le Bénin, c'est une blague. Aucun conseiller militaire sérieux, même français, ne recommanderait une chose pareille dans ce contexte géographique. C'est du suicide stratégique. Mais on ne choisit pas toujours sa stratégie. Parfois, elle nous est imposée par la situation sur le terrain. On peut imaginer une situation où les lignes sont tellement étirées, les postes tellement isolés, que le commandement juge le maintien impossible. Impossible. Mais la preuve que ce n'était pas une manœuvre, mais bien une cession de territoire,
C'est ce qui s'est passé juste après. L'occupation quasi immédiate des positions par l'ISWAP. Il n'y a eu aucun piège, aucune contre-attaque. On leur a déroulé le tapis rouge. On leur a offert un sanctuaire sur un plateau d'argent. Il n'y a pas eu de harcèlement, pas de combat retardateur, juste un vide. Et ce vide a été comblé. Ça, ce sont les faits. Je ne conteste pas les faits. Je conteste l'interprétation de l'intention. Une mauvaise stratégie n'est pas forcément une trahison. Essayons de nous mettre 1 minute à la place d'un état-major sous une pression inimaginable. Le document que nous étudions contient un détail absolument terrifiant. Lors d'une des attaques, on a retrouvé sur la position d'un simple peloton une 50aine d'hommes du matériel équivalent à celui d'un bataillon entier, c'est-à-dire plus de 400 hommes. Vous imaginez le choc. Vous êtes un général, vous apprenez que l'ennemi a des moyens 8 à 10 fois supérieurs à ceux que vous pouvez lui opposer localement. Dans ce contexte, la panique est une réaction humaine. La décision de replier les unités pour éviter leur anéantissement total, pour sauver ce qui peut encore l'être, peut sembler la moins mauvaise des options. C'est peut-être une réaction désespérée, une erreur de jugement colossale, mais pas nécessairement un plan prémédité. D'accord, je comprends l'idée d'une erreur stratégique, d'un commandement qui panique, admettons. Mais ça n'explique absolument pas la dimension politique, ça n'explique pas le silence des autorités béninoises face à Macron. Pourquoi se taire si c'est un partenariat assumé d'égal à égal ? La souveraineté, ce n'est pas seulement prendre des décisions, c'est aussi les assumer publiquement. Ce silence, c'est un aveu de gêne. Un aveu que la relation n'est pas équilibrée. La souveraineté du Bénin est bel et bien compromise. Compromise ou exercée d'une manière que nous désapprouvons ? Un État souverain a le droit de choisir ses alliés, même si ce choix est jugé catastrophique par ses voisins ou par nous, analystes. Le Bénin a décidé de renforcer sa coopération avec la France. C'est un pari stratégique. Il s'avère perdant pour l'instant, c'est clair, mais c'est l'essence même de la souveraineté, le droit de faire ses propres erreurs, aussi monumentales soient-elles. Mais la chronologie des événements est quand même incroyablement suspecte, non ? On ne peut pas ignorer ça. Le document mentionne un contrat de non-agression entre le Bénin et certains de ses groupes, qui expirait comme par hasard le 31 décembre 2024. Et l'offensive majeure, celle qui a coûté la vie à 36 soldats, elle a lieu le 8 janvier, à peine 8 jours après la fin du pacte et juste après le retrait des troupes béninoises. Attendez, un pacte expire, l'armée se retire et l'ennemi attaque massivement dans la foulée. Ça ressemble à une partition jouée à la perfection. Comme le dit la source, en accueillant ses forces étrangères et en jouant ce jeu, le Bénin a mis un scorpion dans sa bouche. Il se fait piquer et on voudrait nous faire croire que c'est un accident. C'est un argument puissant, je le reconnais. Mais il y a une autre façon de lire cette même chronologie. Votre lecture suppose que les groupes terroristes sont des simples marionnettes qui attendent le feu vert de Paris. Et si au contraire cette chronologie prouvait leur propre autonomie et leur intelligence stratégique ? Ils avaient un accord, une trêve. Cet accord prend fin. Ils observent un retrait de troupes inespéré qui leur crée une opportunité en or. Et ils la saisissent. Pourquoi chercher une main invisible alors que l'explication la plus simple est que des groupes armés organisés ont exploité une faille béante. Attribuer chaque événement à une manipulation extérieure, c'est leur faire le cadeau de les déresponsabiliser. C'est nier leur propre agenda, leur propre capacité de nuisance, et c'est peut-être sous-estimer dangereusement la menace qu'ils représentent par eux-mêmes. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Si le gouvernement béninois n'est pas une marionnette, il est donc responsable de ses actes. Et là, la question devient quelle ? Quelle est sa motivation ? Pourquoi un gouvernement prendrait-il des décisions aussi visiblement désastreuses pour sa propre armée, pour sa propre population ? Si ce n'est pas la soumission, si ce n'est pas l'incompétence pure, alors quoi ? La seule explication qui reste est celle d'un cynisme politique absolu. C'est-à-dire ? La source que nous analysons avance une hypothèse qui fait froid dans le dos. Que ces sacrifices humains, ces soldats qui meurent, servent de justification à un maintien au pouvoir. Créer ou laisser s'installer un chaos sécuritaire pour pouvoir ensuite se présenter comme le seul rempart, le seul capable de diriger en temps de crise, et ainsi justifier un troisième mandat pour le président Talon. C'est un calcul politique abject où les vies des soldats deviennent une monnaie d'échange pour le pouvoir. On ne peut pas ignorer la contradiction flagrante entre le discours « c'est la faute de nos voisins de l'AES » et les actes « nous abandonnons le terrain ». Quand les mots et les actes sont à ce point opposés,
il est non seulement légitime mais nécessaire de s'interroger sur les véritables intentions. Là, on entre sur le terrain le plus glissant qui soit, celui de la spéculation sur les intentions d'un homme. C'est une accusation d'une gravité extrême et honnêtement, elle n'est pas étayée par des preuves mais par des suppositions. Permettez-moi de proposer une autre lecture, moins machiavélique mais tout aussi tragique, celle d'un gouvernement complètement dépassé. Un pouvoir qui a fait le pari de l'Alliance française, qui voit ce pari tourner au fiasco complet et qui, acculé, cherche désespérément des coupables. Et qui les trouve. Ses voisins, l'AS, accusés d'être une passoire. C'est une rhétorique classique de défausse. Ce n'est peut-être pas une politique de la trahison, mais une politique de l'échec. Un échec cuisant où l'on tente de masquer ses propres erreurs par une agressivité diplomatique. C'est une posture fréquente pour un pouvoir aux abois. C'est pathétique, c'est dangereux, mais ça ne prouve pas un complot délibéré. Mais l'échec et la trahison peuvent se rejoindre. Un gouvernement qui échoue à ce point dans sa mission première, qui est de protéger ses citoyens et son territoire, et qui persiste dans cette voie malgré les résultats désastreux, franchit une ligne. À un moment donné, l'incompétence, quand elle est maintenue contre toute évidence, ressemble à une intention. Le résultat, pour le soldat dans sa tranchée ou pour le civil qui doit fuir son village, est exactement le même. C'est vrai, sur le plan humain, le résultat est le même, mais pour la compréhension de la dynamique, la différence est fondamentale. Si c'est un complot, la solution est politique, il faut changer le régime. Si c'est un échec stratégique monumental, la solution est peut-être militaire et diplomatique. Il faut changer d'allié, changer de tactique, admettre ses erreurs. Conclure trop vite à la trahison nous ferme peut-être à des solutions qui, bien que difficiles, sont encore possibles. On condamne un pays à une situation sans issue en postulant que ses dirigeants sont des monstres cyniques. En résumé, pour moi, la situation au Bénin illustre une perte tragique de souveraineté. En choisissant une alliance extérieure au détriment de la solidarité régionale et en adoptant une stratégie militaire illogique, le gouvernement porte une responsabilité écrasante dans l'escalade de la violence. La séquence des faits, la présence française niée, puis admise, le retrait des troupes synchronisées avec l'avancée terroriste, tout ça, ça dessine un tableau cohérent d'ingérence et de calcul politique. Et je conclurai en disant qu'il est indéniable que le Bénin traverse une crise sécuritaire gravissime et que ses choix stratégiques sont, au minimum, contestables. Mais je nous mets en garde contre les conclusions hâtives sur les intentions. Je vois un État souverain qui prend des décisions, probablement de très mauvaises décisions, sous une pression colossale. Tout attribuer à un complot externe, c'est risquer de sous-estimer deux choses, la complexité de la menace terroriste et la capacité des acteurs locaux à commettre leurs propres erreurs tragiques sans avoir besoin d'un marionnettiste. Ces deux interprétations montrent bien toute la difficulté qu'il y a à discerner les causes réelles d'une crise aussi complexe où les faits sont connus, mais où les motivations, elles, restent obscures. Absolument. Et que ce soit le fruit d'un calcul cynique ou d'une série d'erreurs stratégiques tragiques, le coût humain, lui, est bien réel et il est immense. Il frappe aussi bien les forces de défense que les populations civiles. C'est pourquoi l'analyse complète de ces événements, telle qu'elle est présentée dans les documents, mérite toute notre attention.